Je suis en attente. C'est bon? Ça enregistre ou pas? Excusez-moi, mais j'ai pas l'impression. C'est bon, Si, enregistrement a démarré. parfait. Parfait. Bah, écoutez, merci d'être présent aujourd'hui. Pour cette présentation, bien sûr, l'objectif c'est que ce soit le plus vivant possible. Hein, je vais être modératrice donc pendant cette présentation. Donc, n'hésitez pas à participer, soit par le chat, soit directement en allumant votre micro, pour que ce soit le plus vivant possible. Donc, en partenariat donc avec Cap Emploi, donc Margot qui est ici présente. Bonjour. Donc, on va animer cette présentation donc, avec ma collègue qui est référente handicap à la Chambre de métier, donc Aurélie, et moi-même, Oriane, référente aussi à handicap à la Chambre de métier. L'objectif de cette présentation, c'est que vraiment vous puissiez avoir autant de réponses possibles pour pouvoir intégrer et ensuite accompagner un salarié qui serait en situation de handicap. Donc concrètement, d'abord, on va essayer de savoir, d'avoir quelques notions, de savoir ce qu'est le handicap, le plus pratiquement possible. Ensuite, voir quelles compensations sont mobilisables, aussi dans la pratique, puisqu'on verra vraiment des études de cas. Ensuite, on va voir les aides financières qui sont mobilisables et on terminera par le réseau de partenaires pour que vous puissiez, si vous n'êtes pas dans cette situation, savoir si demain vous l'êtes, qui contacter pour pouvoir être accompagné. Alors, est-ce que tout le monde voit l'écran du coup? C'est une bonne question, Oui, c'est vrai. bon, ouais. Donc, vous n'hésitez pas. C'est bon, ouais. C'est bon. Super. Parfait. Alors, on va commencer effectivement par un petit quiz. Alors, est-ce que vous êtes tous équipés, enfin, avez-vous tous un téléphone portable déjà pour pouvoir commencer? Oui. Puisque, alors, j'arrive pas à faire, voilà. Ah, c'est bon. Donc oui, donc sur la première partie sur qu'est-ce que le handicap, d'abord, petit rappel historique avant de commencer le petit quiz. Donc rappel historique, d'où vient le mot handicap? Je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas. Mais d'abord, tout simplement, la première fois qu'on a utilisé le mot handicap, ça venait d'un jeu qui était anglais, qui s'appelle Handing Cap. Je suis désolée pour mon accent en anglais. L'objectif de ce jeu, donc c'était un jeu qui se jouait à 2 joueurs avec un arbitre. L'arbitre devait évaluer, dans un chapeau, hein, tout simplement, d'où le nom du jeu. Chaque joueur devait placer soit un objet, soit une somme. L'arbitre devait évaluer l'égalité entre les mises. Donc c'est vraiment un jeu de troc. Et l'idée, c'était que ce soit aussi équitable que possible pour les joueurs. Petit à petit, ensuite, donc ça c'était au XVIe siècle, hein. Ensuite, ça a été utilisé plutôt dans le sport, autour du coup plutôt du XIXe siècle. L'objectif, c'était que pour les très bons athlètes, on leur donne des handicaps, donc soit un poids plus important, soit... L'idée, c'est aussi cette idée d'égalité et d'équité pour que chaque joueur, même avec un niveau différent, puisse avoir la même performance. Et c'est seulement à partir environ de 1950 que le terme de handicap a commencé à être utilisé donc pour les personnes en situation de handicap. Donc avec les mots de l'époque, c'était lorsqu'il y avait une infériorité ou une infirmité par rapport du coup à la collectivité. Donc on verra ensuite plus en détail maintenant ce que dit la loi. Mais pour avoir un petit historique avant le quiz, c'était intéressant de faire ce point. Et on va pouvoir commencer directement le quiz. Donc là, je laisse ma collègue Aurélie reprendre la main sur le DAPO. Alors, du coup, vous voyez là un QR code, donc je vous laisse soit le scanner. Pour ceux et celles pour qui ça ne fonctionnerait pas, je vous invite à aller sur le site Guizoodle. Donc Quizzoodle. Je vais le faire avec vous. Voilà. Donc simplement aller sur le site, se connecter à une session. Voilà. Et là, il faut rentrer donc le code de la session qui est indiqué ici. Donc c'est le 979 402 14. Tu le mets dans le chat? Absolument. Comme ça, ce sera plus facile. Et donc, une fois que vous avez réussi à vous connecter sur la page, vous allez normalement pouvoir vous connecter à une session. Donc, vous aurez rentré le code et vous pourrez rentrer un login, donc un nom, hein, tout simplement, et ensuite appuyer sur Entrée. Alors, une fois que c'est fait, n'hésitez pas à nous dire déjà si vous avez un problème de connexion.
Voilà, je suis sur le site. Donc, il y a Doodle. 4 joueurs pour l'instant. Comment? On a une question, je crois. Ah, Ouais, je vois ABCD sur Quizdoodle. voilà, tout Je à vois fait. Tout Donc, à c'est fait. quelque chose. Ça nous permettra lors du quiz, lorsqu'on commencera à poser les questions, que vous puissiez appuyer sur une seule réponse. c'est un boîtier. Ah, Voilà. Ok, ça roule. Merci. Principe de. Comme le permis de conduire, hein, d'ailleurs. Exactement. Hein. Donc déjà, premier indice, il n'y aura à chaque fois qu'une bonne réponse. Je pense que tout le monde est connecté. Il manque peut-être une personne, je ne sais pas. Bon, on va commencer comme ça. Enfin, en tout cas, sauf s'il y a eu un problème de connexion. Donc objectif, parce que on apprend le mieux dans la pratique. Donc l'objectif, c'était au lieu de vous faire une présentation très théorique de ce qu'est le handicap, c'était de pouvoir échanger le plus ludiquement possible, hein, et donc à travers ce quiz, qui permettra donc de tester vos connaissances sur le handicap et bien sûr de vous donner quelques informations. Sachant que vous n'avez que 30 secondes pour répondre. À vos chronos, c'est parti. Alors, première question. Auprès de quel organisme demande-t-on la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? L'AGEFIP, Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AMDA, Maison départementale de l'autonomie, ou l'AFIP, Association familiale de l'Isère pour personnes handicapées. Allez-y, vous pouvez répondre même si le temps n'est pas écoulé. Eh bien, Alors, on a eu pas mal de réponses. Même des erreurs, des personnes qui se sont abstenues de répondre, a priori, ou qui ont répondu réponse D, mais il n'y en avait pas. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est la Maison départementale de l'autonomie. Ou la MDPH, autrement appelée effectivement la MDPH. Pardon, du coup, je suis allée trop vite. Parmi ces mots, lesquels font partie des handicaps invisibles appelés dys? Donc, A, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ou bien dysphonie, dyschromie, dysmorphophobie. Réponse A ou réponse B? Suspense. Eh bien, effectivement, c'est la dyslexie, dyscalculie et dyspraxie qui sont donc des troubles de l'apprentissage, hein, des troubles cognitifs, où il peut y avoir donc des conséquences, hein, sur la perception, l'attention, la mémoire. Donc, on verra des exemples plus concrets là, juste maintenant, un peu pour vous mettre en situation. L'idée, c'est que vous soyez, que pour avoir des connaissances sur effectivement ces troubles 10, d'essayer de vous mettre dans la peau justement de personnes qui auraient des troubles 10. Donc, premier exemple, c'est la dyslexie. Donc là, petit exercice, hein, vous pouvez essayer de lire dans votre tête ce texte et vous allez vous rendre compte très rapidement que, tout comme une personne dyslexique, vous allez mobiliser beaucoup d'énergie pour réussir à comprendre le sens de ce texte et surtout, vous ne le comprendrez certainement jamais dès la première lecture. Donc, je vous laisse lire tranquillement, mais effectivement, ça nous permet de nous rendre compte qu'une personne dyslexique qui doit lire un texte, c'est très compliqué, il y a besoin de plus de temps et il y a besoin vraiment d'une énergie importante. Alors, qui se lance pour la lire? Allez. Alors, Madame Rose Allière part de Bordeaux à Cherbourg. Elle a l'habitude de rouler en voiture, mais sans accélérer à fond. Et si elle peut mettre 10 € pour franchir la distance. Donc, ça va pas. C'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, effectivement. Donc, Madame Rosa... Mais déjà, bonne lecture, hein, pour réussir à déchiffrer le texte. On a compris plus ou moins le sens, mais c'est vrai que c'est pas mes anges accélérés. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un petit doute. Mais merci pour la participation. Merci pour cette lecture. Un autre cas aussi, pour se mettre dans la peau d'une personne dyscalculique. Cette fois-ci, vous avez un semblant de consigne de problème de mathématiques. Et comme vous pouvez le constater, donc dans un théâtre, il y a 2% de place. Pour une soirée, le guichet a déjà vendu 6,7 places à 1% et 12% de places à 2,2 €. Combien de places peut-il vendre encore?
Donc là, dans la peau d'une personne dyscalculique, vous vous rendez compte déjà qu'il y a des difficultés dans les termes mathématiques, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a des éléments qui ne pourraient pas exister ou fonctionner comme ceci. Donc, par exemple, il y a 2% de place. On imagine qu'en réalité, c'était indiqué plutôt il y a 20 places dans le théâtre. Donc on voit déjà que les jeunes peuvent se mélanger, enfin que les personnes peuvent se mélanger par rapport à ces éléments mathématiques. Et en plus, on voit bien que les calculs, c'est quelque chose qui sont pratiquement insurmontables, enfin facilement et sans accompagnement, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Le problème mathématique est trop complexe à comprendre tel quel pour une personne dyscalculique. Ils n'ont pas On la n'a pas notion, en fait. Ils n'ont instinctivement pas les- le calcul qui viendrait face à une consigne comme celle-ci. On poursuit le questionnaire. Donc, Un non, dernier pardon. exemple. Dernière mise en situation. Donc là, c'est comme la vision d'une personne dyspraxique. Donc voilà la perception qu'il a. Donc c'est une vision qui est déformée, hein, clairement. Donc la personne dyspraxique, elle a des difficultés dans la coordination de ses gestes et aussi la capacité à se représenter dans l'espace, en fait, hein. Donc, comme exemple, c'est comme si vous étiez aussi habile que si vous utilisez votre main non dominante. Donc, si vous êtes droitier, vous pouvez prendre un stylo, essayer d'écrire avec la main gauche. Vous verrez, c'est très compliqué. C'est un petit peu les difficultés au quotidien des personnes dyspraxiques. Alors, on retourne au test. On reprend. Quelle est la part des handicaps invisibles? À votre avis, 10%, 20%, 50% ou 80%? Effectivement, hein, 80% des handicaps sont invisibles, ce qui est quand même la plupart des handicaps. C'est ça. Et donc, les handicaps qu'on a vus juste avant, donc les troubles 10, en font partie. Tous les types de handicaps peuvent-ils donner droit à la RQTH? Reconnaissance qualité travailleur handicapé, vrai ou faux? Effectivement, c'est vrai. À partir du moment où le handicap a des conséquences sur la capacité à exercer le métier. On poursuit. Trisomie 21, de quelle famille fait partie ce trouble? Handicap mental, cognitif ou psychique? À vos boîtiers. Non, je vais faire une bêtise. Ah, plus de doutes, là, a priori. Ah, effectivement, il y avait des doutes, effectivement. Donc, la trisomie 21 fait bien partie d'un handicap mental. Donc, la réponse A. A. Névrose, TOC, dépression, addiction, de quelle famille font partie ces troubles? Handicap mental, psychique ou cognitif? Effectivement, handicap psychique. Est-ce que le handicap psychique affecte les capacités intellectuelles? Oui ou non? Ah, donc non, effectivement, est la bonne réponse. Ça n'affecte pas. Pardon, du coup, je suis allée peut-être un peu vite. À quels troubles peuvent être associés ces symptômes? Donc, difficulté d'attention et de concentration, hyperactivité, hyperkinésie, problème de gestion de l'impulsivité, à votre avis? Troubles de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, ou l'autisme?
La majorité ont eu raison. Effectivement, c'est un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Combien de personnes ayant un handicap moteur se déplacent en fauteuil? Moins de 5%, plus de 10%. 50%. On y arrive. Effectivement, hein, moins de 5%. Que veut dire le sigle TSA? Trouble sensoriel apparenté, trouble du spectre autistique, trouble sérieux des apprentissages. Effectivement, donc trouble du spectre a raison. autistique, effectivement. Je voulais peut-être... Mince, pardon. Avant d'aller... Avant d'aller plus loin, on voulait effectivement, un petit peu comme pour les troubles 10, vous mettre en situation. exactement, vous mettre un petit peu en situation pour que vous ayez, enfin, que vous soyez un petit peu de la même manière dans la peau de quelqu'un qui aurait des troubles du spectre autistique. Mais du coup, c'est parti un peu trop tôt. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de répondre à cette question-là. Je suis navrée. Parce qu'après, je ne suis pas sûre qu'on puisse le reprendre. Alors, Ouais. pour la question, combien de handicaps nécessitent des aménagements de travail? Donc, effectivement, ce n'est que 20%. Alors, excusez-moi, du coup, on est parti un petit peu trop tôt. Pour revenir sur les troubles du spectre autistique, donc simplement trouble du spectre autistique, hein, c'est un trouble du développement neuronal. Hein, donc, en gros, il y a une anomalie du développement cérébral. Hein, et ça va affecter essentiellement, enfin, pour la plupart des personnes dans ce cas-là, hein, des difficultés relationnelles, des difficultés à rentrer en interaction avec les autres. Je vous laisse regarder cette petite vidéo pour vous mettre dans la peau d'une personne dans ce cas-là. N'hésitez pas à me dire s'il y a un problème au niveau du son sur les ordinateurs. Normalement, ce n'est pas le cas. Six, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Mince. Attendez, excusez-moi, il faut que j'arrête là. Donc, vous avez pu constater que des personnes ayant des troubles du spectre autistique ont une hypersensibilité, que ce soit sensorielle, mais aussi même émotionnelle. Là, c'est pas vu forcément dans cette vidéo. Vous m'entendez? Oui. Ah oui, parce que je savais plus, voilà, vu que je ne vois pas. Donc, une hypersensibilité, des comportements répétitifs. Parfois, il peut y avoir des troubles du langage, mais pas forcément, en fonction de certains cas. On appelle ça maintenant des troubles du spectre autistique parce qu'il y a tout un tas comment? Il y a plusieurs sortes et plusieurs sortes, pardon, de troubles autistiques à des degrés différents. On fera tout à l'heure un cas pratique pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a pu mettre en place. On poursuit.
Avec le boîtier? Alors, pour employer des personnes en situation de handicap, il faut toujours aménager le poste. Vrai ou faux? Effectivement faux. C'est pas forcément. Dans la plupart des cas, hein, le handicap ne nécessite aucun aménagement. Par contre, il faut que l'employeur veille à bien vérifier que la situation n'évolue pas pour qu'il puisse, C'est ça. dans le cas contraire, Ça aménager. rejoint finalement la question juste précédemment. C'est-à-dire qu'il y a finalement environ 20% des cas où ce sera nécessaire d'aménager le poste. Mais sinon, finalement, la plupart du temps, il n'y a pas forcément d'adaptations qui sont nécessairement à mettre en place. Bien sûr, si l'handicap ne permet pas à la personne de travailler, ça devient obligatoire d'aménager le poste de travail, mais ce n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas toujours des situations qui imposent cet aménagement. Alors, combien existe-t-il de familles de handicap? 5, 2, 10 ou 6? Effectivement. Ah, quand même! Oui, il y a eu plusieurs réponses de données. Oui, tout à fait. La bonne réponse, c'est 6 typologies. Oui, on va vous les présenter juste après. Voilà. Handicap sensoriel, donc personne malvoyante ou non-voyante, personne sourde ou malentendante, handicap moteur, donc c'est l'atteinte de la motricité, handicap psychique, donc troubles mentaux, on l'a vu tout à l'heure, hein, comme les TOC, les addictions qui font partie de ce type de handicap, handicap mental, comme la trisomie 21 qu'on a vu tout à l'heure, ou une déficience intellectuelle, les maladies invalidantes, allergies, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, ceux qui sont sujets aux épilepsies, les diabètes, et handicap cognitif, où là, on va retrouver nos troubles, les troubles cognitifs, les troubles de l'attention. Et donc, vous remarquez d'ailleurs qu'effectivement, il y a un nombre bien plus important de handicaps invisibles que de handicaps visibles. Alors, 4 questions qui restent. Les TSA sont associés à un retard intellectuel, vrai ou faux? Donc, TSA, normalement, vous savez ce que c'est, puisque ça fait partie des questions précédentes. Mais on le rappelle, donc trouble du spectre autistique. Est-ce que c'est forcément associé à un retard intellectuel? Faux, effectivement, puisque la plupart d'entre eux n'ont pas de déficience intellectuelle, hein. Seulement un tiers des personnes concernées par l'autisme présentent une déficience. En France, parmi les 1,5 million de personnes déficientes visuelles, combien sont-elles aveugles? 14%, 35% ou 50%? Effectivement, 14%. Donc c'est très peu. Hypertension, diabète, allergie, épilepsie, de quelle famille font partie ces troubles? Pareil, ça devrait ne pas poser problème. Il devrait y avoir un sans faute. Handicap mental, moteur, maladie invalidante. Maladie invalidante. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, voilà, nous avons fini le quiz. Merci d'avoir participé. Mais surtout qu'on remarque quand même qu'il y a, de manière générale, il y a des connaissances qui, je pense, sont plutôt partagées. Alors, sur les parties vraiment très théoriques, sur les grandes familles, les grands types de handicap, il y a eu plus de difficultés, mais c'est vrai que il faut sûrement un peu plus être sensibilisé, hein, mais par contre, de manière générale, il y a quand même eu un nombre assez important de bonnes réponses. Je sais pas si tu partages Bravo cet à avis, Margot. Aurélie. Pardon, je vous laisse féliciter Margot. 15 bonnes réponses données. C'est la première du classement. Félicitations.
Alors, donc maintenant, petit rappel donc, un peu plus théorique hein, pour avoir un rappel un petit peu de la loi. Donc, ce que dit la loi constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc on le voit, c'est quand même très général. Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc ça rejoint finalement ce qu'on disait donc, pendant le quiz. Donc maintenant, on va repasser à une partie un petit peu pratique en parlant cette fois-ci donc de deux cas concrets et voir un petit peu ce qui a pu être mis en place dans la pratique. Donc le premier cas concret sera présenté par Aurélie, donc de la Chambre des métiers, qui va présenter une situation où on a mis en place des adaptations dans le cadre d'un apprentissage. Ensuite, on laissera la parole donc à Cap Emploi, qui est partenaire donc, de cette présentation, qui présentera cette fois-ci dans le cadre d'une activité artisanale d'un salarié et non d'un jeune apprenti. Enfin, d'ailleurs, d'une entreprise, ce n'était pas un salarié, hein, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Margot. C'est ça, exactement. C'est l'artisan lui-même, du coup, qui rencontre une difficulté de santé. Exactement. Donc Aurélie, je n'arrive plus à changer le diapo, mais je te laisse reprendre la main. Voilà, c'était compliqué. Alors là, j'ai un cas, donc c'est une jeune fille hein, que j'ai suivie. Alors on vous présentera un peu plus particulièrement nos missions, hein. La Chambre de métier comme Cap Emploi et le rôle aussi des référents H+, des centres de formation et même la GFIP. Mais voilà, là, un cas concret qu'on vous fait partager. Donc, Marie, elle a 21 ans. C'est une jeune fille que j'ai suivie dans le cadre de son apprentissage en CAP pâtisserie. Alors, son parcours, c'est une jeune fille qui a un niveau d'études assez élevé, hein, puisqu'elle a quand même 2 masters en flûte traversière et ancienne. Elle est vraiment, elle est comment? Elle pratique la flûte traversière, ça peut aller jusqu'à, me semble-t-il, 4 heures de pratique de flûte traversière par jour. Vous voyez un peu le truc. De tempérament, c'est une jeune fille qui est très anxieuse, qui manque énormément de confiance en elle, qui se montre très volontaire, rigoureuse, perfectionniste, et elle est capable de reproduire une tâche de façon très précise. Alors, elle a un très bon niveau de langage oral, elle n'a aucun mal à faire part de ses difficultés, elle a même une bonne capacité d'introspection. Et elle dit d'ailleurs qu'elle a aussi de gros moments de fatigue. Voilà, grosse fatigabilité en entreprise comme en cours. En entreprise, elle peut perdre du temps pour réaliser une tâche. Elle a beaucoup de mal lorsque la lumière d'une pièce est vive, notamment les néons, et quand une machine brillante est utilisée. Elle panique en cas d'imprévu. Alors, à votre avis, quel type de handicap a Marie? Soit sur le chat, soit vous pouvez prendre la parole. Une question piège, hein, mais... Ah, on a une réponse de Monsieur Roger qui indique du coup trouble du spectre autistique. Eh bien, c'est la bonne réponse, effectivement. Tout à fait. Est-ce que, après, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour l'aider? C'est peut-être pas une question si simple, finalement. Est-ce que vous avez des idées? Peut-être réduire un petit peu la luminosité, travailler avec des bouchons d'oreille, peut-être. Exactement, ouais. Ouais, tout à fait. Les bouchons d'oreille sont utilisés par Marie, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres idées? On continue, du coup? Alors, on a mis des compensations en entreprise et aussi en cours. Donc, on a fait un petit peu le mélange de tout, puisque finalement, les mêmes choses reviennent. Au niveau de l'organisation du travail, très clairement, il faut qu'on lui donne une idée du temps à consacrer à une tâche, puisqu'elle a tendance justement à perdre trop de temps du fait de son côté un peu perfectionniste. Elle a besoin qu'on lui transmette le planning des tâches à faire la veille pour le lendemain. Sinon, c'est trop source de stress pour elle. Des pauses régulières, évidemment, et l'inciter aussi à les demander.
pour qu'elle puisse se recentrer, qu'elle n'ait pas trop de stimuli et qu'elle se retrouve un peu au calme. Donc ça, c'est vrai que c'est très difficile pour elle de les demander, mais elle est quand même relativement consciente des moments où ça arrive. C'est-à-dire qu'elle le sent, et à ce moment-là, il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle s'écoute. Du coup, on a quand même préconisé à l'employeur de prévoir des entretiens à période régulière. Alors très souvent, ce patron-là en question, il le faisait avec ses apprentis une fois par mois, mais pour Marie, pour le coup, on lui a conseillé de le faire un peu plus, donc c'est jusqu'à 3 fois par mois, à chaque période en fait où elle est en entreprise. Donner des consignes claires et explicites, puisque les personnes qui ont des troubles du spectre autistique ne comprennent pas le second degré, donc il faut être vraiment hyper clair dans les consignes et reformuler si besoin. Alors évidemment, on l'a autorisé à porter ses lunettes de soleil pour justement travailler lorsqu'il y a trop de lumière et ses bouchons d'oreille pour qu'elle puisse supporter le bruit, du fait de son hypersensibilité. Alors au niveau des adaptations pédagogiques, il y a une visite supplémentaire qui a été mise en place dans l'entreprise parce qu'il y en a une qui est obligatoire au CFA, mais on en a rajouté une. On a prévu également des entretiens bilan avec le référent H+ du centre de formation pour faire état des lieux de ses ressentis en entreprise, pour voir un peu comment ça se passe aussi en cours, etc. On a pu mettre en place également des séances de sophrologie, justement pour l'aider à gérer son anxiété, lui donner des exercices pour qu'elle puisse apprendre à respirer, à avoir des outils pour pouvoir gérer son stress. C'est un petit peu, ça rejoint finalement la vidéo de tout à l'heure où on a vu le jeune garçon en train de compter, ça lui permettait vraiment de se remobiliser et de se recentrer. Là, c'est un petit peu pareil, l'idée c'est de pouvoir trouver un moyen pour que quand il y a trop plein d'informations, trouver la manière de compenser un petit peu ce trop plein d'informations par des techniques spécifiques à chacun. C'est du travail corporel, technique respiratoire, enfin. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Sensibilisation des troubles du spectre autistique auprès de ses formateurs du CFA. Donc, on a fait intervenir un neuropsychologue qui est intervenu pour justement donner des informations sur ce public-là et aussi sur tous les personnes qui ont ce qu'on appelle, qui ont soit des troubles de l'apprentissage, c'est les neuroatypiques. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Donc, qui ont une capacité de réflexion qui n'est pas forcément la même, qui n'ont pas les mêmes connexions que nous, on va dire. Enfin, en tout cas, comme une personne ordinaire. Et voilà. Le but, c'était d'outiller tout le monde, puisqu'on a de plus en plus de personnes qui ont des troubles du spectre autistique. Rien que dans un CFA dans lequel on travaille, ça représente, ce qu'on avait dit tout à l'heure, 25% des personnes en situation de handicap. Donc, ce qui est quand même pas mal, puisqu'ils sont de plus en plus tôt diagnostiqués. Et encore que la jeune Marie, elle a été diagnostiquée, elle a 23 ans, elle a été diagnostiquée il y a 2 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement récent. Alors, du coup, comment est-ce qu'on pourrait... Simplement, quel que soit le type de handicap, quel que soit le jeune, nous, en tout cas, on voit sur le terrain, c'est que c'est des jeunes qui sont, quand je dis jeunes, c'est souvent, ils ont en moyenne 18 ans. C'est des gamins qui sont hyper fiables, qui sont très déterminés du fait aussi de leur parcours assez atypique et très difficile, où ils doivent travailler 2 fois plus que les autres, qui surcompensent pour pouvoir atteindre des résultats qui sont peut-être parfois même pas au niveau des autres gamins. Ils sont sérieux, investis, travailleurs, hyper soucieux de bien faire, attentifs aux détails. Et c'est vrai que c'est des jeunes sur lesquels on peut les faire travailler sur des tâches assez routinières, puisqu'ils aiment ça en plus, pour certains, et ils peuvent trouver des solutions originales aux problèmes. Donc avec ce type de public, quel qu'il soit, quel que soit le handicap, c'est des jeunes qui manquent de confiance en eux, donc ils ont besoin d'être valorisés. Ils ont besoin qu'on fasse preuve de patience, de bienveillance. C'est important de valoriser le travail qu'ils font, les rassurer, les suivre, les accompagner. Ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça vaut le coup de donner une chance à ce type de public-là. Et bien sûr, croire en lui et en ses capacités à réussir. Et c'est tout en votre honneur. Voilà pour ma partie, on va dire.
Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce cas-là, des questions sur des choses des interrogations que vous auriez? Non? On poursuit? Maintenant, on va passer la parole à Cap Emploi. Merci. Du coup, moi, l'idée, c'est de vous présenter, donc pareil, sur une entreprise artisanale, mais quand c'est l'artisan, du coup, qui rencontre une problématique de santé. Donc pareil, hein, c'est une personne, j'ai pris un exemple, bon, j'ai changé juste le nom, hein, mais voilà, on va l'appeler François, donc 41 ans, qui était artisan maçon, qui a été accompagné par Cap Emploi. Donc, c'était un artisan indépendant depuis un certain nombre d'années, donc sur de la maçonnerie. Il était sous-traitant pour des grosses structures au niveau national, donc avec des gros contrats, des grosses rentrées d'argent aussi qui suivent. Et puis petit à petit, bah, voilà, on sait que les métiers du bâtiment sont parfois assez usants, notamment pour le dos. Donc voilà, il a commencé à rencontrer de nombreuses problématiques au niveau du dos, qui s'en sont suivies par de nombreux arrêts maladie de longue durée. Donc voilà, il reprenait par certains moments, il se remettait en arrêt. Du coup, voilà, tous ces contrats avec ces grosses structures nationales, ils ont été perdus. Donc voilà, pour lui, financièrement, c'était une grosse perte. Au bout de plusieurs années, du coup, il a pu reprendre, mais sans ces gros contrats. Donc du coup, uniquement en faisant de la maçonnerie auprès de particuliers. Sauf que malheureusement pour lui, il a eu un accident du travail qui a fini d'aggraver sa situation de santé et notamment ses problématiques au niveau de son dos. Du coup, voilà, le médecin lui a autorisé une reprise du travail en maçonnerie auprès de particuliers avec une restriction médicale, le port de charge. Donc, effectivement, le port de charge pour un maçon, on fait très vite le lien, ça devient très compliqué du coup pour lui de maintenir son activité. Donc, voilà, la question s'est posée pour lui de savoir est-ce qu'il devait mettre fin à son activité? Est-ce qu'il pouvait continuer, mais comment? Avec quelles solutions? Quels moyens de compensation? Donc, du coup, on va voir comment Cap Emploi a pu l'accompagner là-dessus et quelles aides sont présentes aujourd'hui au niveau national. Aurélie, si tu peux juste passer, s'il te plaît. Du coup, moi, j'ai pas la main. Oui, c'est super, merci. C'est bon, hein, oui. Donc, du coup, il y a plusieurs aides qui existent, qui sont financées par la GFIP directement. C'est des aides au maintien dans l'emploi. Donc, il y a une première action qui a été mise en place qui s'appelle l'auxiliaire professionnel. En fait, tout simplement, il y a un calcul qui a été fait pour embaucher quelqu'un, pour permettre à François de l'aider au quotidien dans ses missions pour uniquement le port de charge. Donc bon, voilà, on sait bien que sur un poste de maçon, du coup, le port de charge est quand même très récurrent. Donc voilà, l'idée, ça a été de quantifier le nombre d'heures de travail, le taux horaire de cette personne-là, donc le coût que ça allait pouvoir coûter à François d'embaucher une personne pour l'aider sur ces missions-là. Et du coup, on a pu demander une aide financière donc, qui était à hauteur de 14 543 €. Cette aide, elle a pu être possible sur uniquement 6 mois. Donc bon, voilà, sur les 6 premiers mois, François, il a bénéficié donc, de quelqu'un qui a pu l'aider au quotidien. En parallèle de ça, il y a un aménagement au poste de travail qui a été fait. Donc, en fait, son camion de chantier, pareil, hein, on connaît un petit peu, je pense, le confort des camions de chantier, la maniabilité en termes de conduite aussi. Donc, du coup, il y a un aménagement qui a été fait sur le siège, la mise en place d'une boîte auto sur son camion. Donc, voilà, tous ces aménagements, pareil, il y a une prise en charge au niveau de la GFIP qui a été à hauteur de 5 502 €. Donc, la totalité des frais engendrés, du coup, ont pu être mis en place pour François. Et là, on se pose la question. Donc voilà, il a son camion aménagé. Pendant 6 mois, il a quelqu'un. Et après ces 6 mois, financièrement, la GFIP ne peut pas renouveler cette aide. Qu'est-ce qui devient, François? Voilà, comment il fait? Parce que le port de charge, dans les métiers de maçon, toujours d'actualité. Donc, il y a une dernière aide qui est sollicitée vraiment, voilà, une fois que tout a été mis en place, qui s'appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Donc, c'est une aide qui est valable sur 3 ans, qui est renouvelable tant que besoin avec des justificatifs. Hein. Donc, l'idée, en fait, de cette aide, c'est de compenser financièrement la perte de productivité qui est due aux restrictions médicales de la personne. Donc là, pareil, il y a eu une quantification qui a été faite pour François au niveau de son travail. Le fait qu'il ne pouvait plus porter de charges lourdes ou alors que ça lui demandait plus de temps parce que du coup, au lieu de porter, n'importe quoi, 4 aglos par 4, il n'en portait plus qu'un par un. Donc, du coup, voilà, c'est toute cette notion de taux horaire, de temps de travail, de qualité du travail, etc., qui a été calculée. Et du coup, il y a une compensation financière qui lui est versée pendant 3 ans. Et au bout des 3 ans, si effectivement il est estimé au niveau médical que les problématiques ne lui permettent toujours pas de porter ses charges et qu'il y a toujours une perte de productivité liée au handicap,
la demande, elle peut être renouvelée. Voilà, elle peut être renouvelée tous les 3 ans au besoin. Donc là, l'exemple, c'était juste pour montrer qu'effectivement, pareil, un artisan qui rencontre des difficultés de santé n'est pas obligé forcément de soit avoir très peu d'activité et de perdre voilà, au niveau financier sur l'activité de son entreprise. Ou alors de continuer à travailler, de finir d'abîmer sa santé. Voilà, il y a plein de solutions qui existent et Cap Emploi notamment peut accompagner sur ce point-là. Il y a des aides financières qui peuvent être mises en place. Cap Emploi accompagne la personne pour monter ses dossiers et pour faire les demandes auprès de la GFIP et solliciter du coup les prestataires compétents et puis solliciter les aides les plus adaptées. Voilà pour notre situation de François. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette situation? Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie suivante. Alors, Aurélie, tu as coupé ton micro. Effectivement, je pouvais parler. Donc oui, les aides financières, il y en a quand même un certain nombre. Là, on vous a mis... Des exemples pratiques. Comment? On a mis des exemples pratiques en fonction des situations, mais effectivement, il y a une multitude d'aides financières qui sont mobilisables au cas par cas. Voilà, simplement, quand on recrute un salarié, il y a une aide de l'État de 4 000 € qui est mobilisable. Il faut faire une demande auprès de l'ASP. Donc là, je vous ai mis les liens, le PowerPoint, on vous le remettra pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui doit être mis en place. Et les aides, évidemment, de la GFIP, comme l'a dit aussi Margot. Nous aussi, dans le cadre de l'apprentissage, on peut mobiliser les aides, notamment la prime à l'embauche d'un apprenti en situation de handicap, qui peut aller jusqu'à 3 000 € d'aide, voire même 4 000 puisqu'il y a des majorations. Et puis des aides pour, par exemple, acheter un ordinateur, pour pouvoir, voilà, pour outiller le jeune, et le moins jeune d'ailleurs. Donc là, je vous laisserai aller voir sur ces différents sites pour que ce soit plus simple pour vous. Donc vos partenaires, les référents handicap du CAD de la Chambre de métier, donc comme Oriane et moi-même, Cap Emploi, évidemment les référents H+, chaque organisme aujourd'hui de formation ont un référent H+, voire même des relais H+, au sein de chaque secteur, et évidemment la GFIP. Simplement, pour vous présenter peut-être un peu mieux nos missions, au sein de chaque chambre de métier, on a un service qu'on appelle le centre d'aide à la décision, qui est mis en place pour aider notamment les entreprises à recruter leurs apprentis. Donc ça, on le fait pour n'importe quel candidat. On accompagne donc au recrutement et dans le cadre de nos missions handicap, on a un accompagnement renforcé pour des apprentis en situation de handicap au cours de leur formation. On évalue les besoins de ces apprentis-là, on identifie les moyens de compensation à mettre en œuvre et les aides financières mobilisables. Et pour ce qui est de Cap Emploi, je laisse la parole à Margot. Merci. Donc du coup, Cap Emploi, c'est une mission de service public pour l'emploi des travailleurs handicapés. La mission, pour la définir de manière très globale, c'est d'accompagner vers et dans l'emploi les personnes en situation de handicap ainsi que les employeurs. Je reviens juste sur le accompagner vers et dans l'emploi, c'est-à-dire Cap Emploi accompagne, il y a une partie insertion dans l'emploi, donc pour des demandeurs d'emploi, mais accompagne également des salariés, donc salariés ou artisans, comme on a vu François auparavant. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement-là et il y a tout l'accompagnement auprès des employeurs. Donc un employeur qui souhaite embaucher une personne en situation de handicap, qui a des questions sur quels aménagements, est-ce qu'il y a des aides, etc. Ou à l'inverse, un employeur qui a un salarié qui rencontre une difficulté à conserver le salarié sur son poste de travail par rapport à des difficultés de santé. Effectivement, là, on peut intervenir aussi pour voir si on peut aménager le poste, mettre en place des compensations, que ce soit humaines, techniques, peu importe. Voilà. Donc, l'objectif de Cap Emploi, en fait, c'est d'évaluer la situation du handicap et d'identifier, ce que je disais, tous les moyens de compensation qui peuvent être mis en œuvre pour maintenir l'emploi. Et donc, nous avons ensuite, si j'arrive à changer le diapo, c'est tout bon. Ah, on a changé en même temps, je pense. Ah non. Non, c'était bon.
Parfait. Et donc, on a ensuite les référents donc H+, des organismes de formation. Donc, nous, forcément, on est en lien avec les référents H+, donc des centres de formation pour apprentis. Mais il y a aussi, du coup, les centres de formation professionnels, hein, où il est obligatoire maintenant d'avoir des référents H+, sur chaque centre de formation. Donc, ça fait partie aussi du réseau qu'il est intéressant d'avoir quand on a une entreprise et qu'on a des questions, puisque c'est des personnes qui sont vraiment de terrain. Si l'objectif de nos structures, c'est vraiment de mettre en réseau et d'accompagner d'un point de vue extérieur, il y a vraiment des personnes de terrain qui échangent avec des professionnels et qui auront forcément des contacts qui sont assez intéressants. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que dans chaque organisme de formation, vous aurez aussi un référent H+. Et on vous propose du coup de regarder une vidéo donc, d'une référente donc, au sein du centre de formation de la Chambre de métier, qui est le FMA, qui parle du coup très bien de son rôle et de ses missions. Je suis désolée. On accueille des jeunes tout horizon et qui viennent faire. Je m'excuse. J'ai l'impression que la connexion... Alors, je vais couper ton micro. Hein. On accueille des jeunes tout horizon et qui viennent faire un CAP, un BP. Ils sont tous en apprentissage. On a aussi beaucoup de jeunes en situation de handicap. Il faut qu'on forme tout le monde et qu'on puisse les amener tous à l'examen. En tant que référente H+, je suis là pour accueillir les familles, les jeunes, avoir des entretiens réguliers avec eux et mettre en place toutes les adaptations pédagogiques que l'on peut proposer, comme par exemple des journées complètes où ils sortent de l'entreprise et reviennent chez nous pour être suivis par une enseignante, dédoubler des cours de pratique. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir qu'un seul enseignant, on aura 2 enseignants. L'objectif, c'est justement de ne pas être différent. Hein. C'est que tout le monde est là, tout le monde se fait plaisir, tout le monde se forme. La démarche H+, elle est importante parce que justement, effectivement, on va pouvoir partager ce qu'on fait parce qu'on n'a pas toutes les idées. Des fois, on trouve dans d'autres CFA. Chaque handicap est différent, c'est comme chaque maladie est différente. Il faut qu'on adapte... moi, je n'adapte pas les médicaments parce que je ne suis pas médecin, mais j'adapte le travail en fonction du besoin. Ils pourront tous avoir un travail avec plus ou moins d'heures dans la semaine parce que peut-être que certains auront des difficultés à tenir toute une semaine parce que ça va leur être trop fatigant suivant leur handicap. Mais tous auront un travail. Franchement, j'aimais bien la cuisine avant. L'école, c'est pas mon truc. Je suis pas fort, mais j'aime bien couper. Je fais tant les entrées, soit le dessert, les entrées soit le dessert, soit le plat chaud, soit... des fois, dans mon lycée, des fois, je donne des idées, tout ça. Je fais le titre restauration en cuisine. Je connais un an ici. Je travaille à faire le grill avec mon maître, mon stage Frédéric Morcia. Je travaille ici à Ufuma avec mon chef Patrice. Mon stage, je fais entrée, dessert. Je fais café gourmand, crème brûlée. Si je gagne le sou, je vais avoir un appartement. Mais j'ai déjà un chéri, déjà. Donc voilà, pour avoir une idée en tout cas de ce qu'est un référent H+, donc des organismes de formation. Donc comme je vous le disais, il est aujourd'hui réglementairement obligatoire d'avoir un référent H+. Donc si vous êtes amené à être en lien avec un organisme de formation et que vous avez des difficultés par rapport à une situation avec une personne en situation de handicap, vous pourrez aussi faire appel du coup à ces référents qui sont directement dans les organismes de formation.
Et la GFIP, bien sûr, hein, tiennent un rôle important et pour les entreprises et pour les personnes en situation de handicap, hein, puisqu'ils accompagnent dans le développement des projets en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis, je vous ai mis, pareil, un lien pour accéder aux aides auxquelles vous pouvez prétendre. Je vous passe une petite vidéo qui présente l'émission de l'AGFIP. Et puis, ce sera bon. J'espère que ça a fonctionné. J'ai l'impression que j'habite en pleine campagne, hein. Je suis désolée. Des solutions pour inclure le handicap à votre politique ressources humaines. Recruter et intégrer des personnes handicapées, soutenir leur évolution professionnelle, recourir au secteur protégé, la réussite d'une politique emploi-handicap implique une stratégie globale, cohérente avec votre politique ressources humaines. Pour cela, l'AGFIP propose des solutions. L'AGFIP est votre interlocutrice privilégiée pour la mise en place d'une politique emploi-handicap. Nous vous informons sur vos obligations, les interlocuteurs utiles, les outils et les solutions mobilisables. Avec vous, nous analysons de manière approfondie vos besoins, vos enjeux à partir de questions clés. Quelle est la situation de votre entreprise au regard de l'emploi des personnes handicapées? Comment progresser? Quels sont les freins et les leviers dans votre organisation? Selon votre situation et vos ambitions, l'AGFIP vous accompagne pour construire et mettre en œuvre un plan d'action sur mesure. Nous mettons également à votre disposition sur notre site internet des ressources documentaires, l'espace emploi qui permet de publier des offres d'emploi et de consulter une CVTech, des outils pour remplir la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, la base expérience qui présente des démarches réussies de recrutement, d'intégration et de politique RH autour du handicap. L'AGFIP vous invite à rejoindre le réseau des référents handicap pour échanger sur vos pratiques et participer à des groupes de travail. Toute entreprise privée, quelle que soit sa taille, peut bénéficier des services et des aides financières de l'AGFIP. Renseignez-vous sur notre site internet. Pour inclure le handicap à votre politique ressources humaines, avancez avec l'AGFIP. Et voilà. Donc, vous n'hésitez pas, on vous a remis donc nos contacts à la chambre de métier, donc et Cap Emploi également, et le site aussi de l'AGFIP pour pouvoir mobiliser les aides. Est-ce que vous avez des questions, sachant qu'on vous remettra donc ce PowerPoint ainsi que le replay du webinaire? Tout est clair et limpide? Oui, c'est bon, ouais. Merci. Et merci, Monsieur Roger. Merci à tous. Et puis, j'espère que ce webinaire vous aura permis d'ouvrir, on espère avoir semé des graines. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite autour du handicap et surtout que tout le monde sache un petit peu où puiser l'information, hein, tout simplement, qui est le réseau de partenaires, quelles solutions dans la pratique on peut mettre en place. Donc j'espère qu'on a réussi à semer ces graines, comme tu disais. Bon, et ben écoutez, merci à tous. Je vais enlever l'enregistrement et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci aussi à Margot pour sa présence. Merci à vous. Et puis, merci à tous, du coup, pour cette participation.